Le couperet tombe. Depuis hier, les services du fisc mais aussi des journalistes prennent contact avec les contribuables concernés par le piratage des données des impôts. C'est le cas de cette femme qui déclare avec son mari près de 250 000 € de revenus par an. C'est ma vie privée quand même, ça reste une propriété mine de rien. C'est comme si j'étais un livre ouvert et on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Comme elle, ce sont près de 700 000 particuliers et entreprises qui ont vu leurs informations fiscales subtilisées. Nom, prénom, revenu fiscal, taux de prélèvement à la source ou encore caution familiale. Les risques de cette fuite sont nombreux. Le premier risque, c'est un risque de tentative d'arnaque. Et puis aussi, on l'a vu avec d'autres fuites de données, potentiellement des personnes qui vont se présenter au domicile pour pouvoir faire des tentatives de cambriolage, se présenter peut-être en tant qu'agent des impôts et vouloir extorquer des fonds aux personnes. Une opération de piratage qui a eu lieu en juin et qui n'a été rendue publique que la semaine dernière. Est-ce à dire que les autorités ont eu l'information ou qu'elles n'ont décelé l'ampleur du piratage que tardivement? Bercy est désormais sommé de faire la lumière sur cette affaire, d'autant que les opérations de ce genre se sont multipliées ces dernières années. France Travail, l'assurance maladie ou encore Parcoursup, la préoccupation de l'ANSSI, l'agence publique en charge de la lutte contre les cyberattaques, est grandissante. On est vraiment sur des entreprises criminelles, avec une forme de spécialisation, des groupes criminels qui se spécialisent dans l'exploitation des données, d'autres dans l'accès initial, et des logiques de franchise qui ressemblent presque au McDonald's de la cybersécurité, avec des gens qui fournissent des outils d'attaque à des franchisés qui ensuite font leurs affaires. Face à ces menaces grandissantes, le gouvernement a lancé un plan dit de sécurisation des systèmes d'information de l'État en avril dernier. Est-ce bien suffisant ? Face aux cyberattaques, la France est-elle suffisamment armée? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Clément Domingo. Bonsoir. Bonsoir Jean-Yves. Alors vous êtes expert en cybersécurité, vous êtes aussi hacker éthique. Qu'est-ce que ça veut dire, juste en un mot, s'il vous plaît? Hacker éthique, une personne qui va détecter ces failles de cybersécurité, aider à les corriger avant que l'on ait des cybercriminels qui les volent et les diffusent sur le dark web. Voilà, comme on a eu là, en effet, avec cette attaque. Alors, selon vous, justement, ce piratage du fisc est la cyberattaque la plus grave de l'histoire du pays. Ça l'est d'autant plus, dites-vous, que l'administration et les Français ne l'ont découvert que lorsque les cybercriminels ont revendiqué leur attaque. Ça pose énormément de questions. À vos côtés, Jean-Baptiste Souffron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat en droit du numérique, vous avez été secrétaire général du Conseil national du numérique. Selon vous, cette cyberattaque contre le fisc n'est pas forcément plus grave que les précédentes, mais en touchant au coffre-fort de l'État français. Cela met à jour un laisser-aller général sur la protection des données, justement, des Français. Et puis, Raina Stamboliska, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte en diplomatie numérique. Votre livre, La face cachée d'Internet, est paru aux éditions Larousse. Selon vous, il y a une recrudescence des cyberattaques, mais la France n'est pas la seule concernée. Il est faux de dire que c'est une passoire numérique. Cela laisse entendre une incapacité à protéger les données, ce qui n'est pas vrai. C'est ce que vous dites, en tout cas. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et alors, une fois n'est pas coutume, les pirates du jour. Oui, le duo français Zero Bytes, des pirates sans visage, deux Français donc, qui ont de l'expérience puisqu'ils ont déjà fait intrusion dans les données des magasins Intermarché et de la Fédération française de handball. Ces deux hackers se disent sans motivation précise, si ce n'est l'argent. Alors, Zero Bytes revendique l'attaque. Vous avez été en contact avec eux, Clément Domingo, mais est-ce qu'on peut être 100% sûr que ce sont eux? Là, c'est même à 200% sûr que ce sont eux, parce que déjà, ils ont besoin de revendiquer, et c'est d'ailleurs en revendiquant, en ayant toute cette lumière sur eux, qu'ils continuent d'ailleurs leurs méfaits. Donc là, on est quasi sûr que c'est même pas quasi sûr, c'est à 200% eux. Alors, Raina Stamboliska, en fait, on s'étonne toujours, parce qu'on est assez fasciné de savoir comment ces personnes ont déjoué justement les failles de ces services du fisc. Est-ce que c'est une négligence de la part du fisc, ou alors ça veut dire qu'eux-mêmes avaient trouvé un coup de génie de leur part de trouver une faille? Alors, le coup de génie... Moi, j'ai coup de génie, voilà. Je pense qu'on se lève tous les jours et on trouve quand même de moins en moins de gens qui sont géniaux comme ça de nulle part. Non, là, en l'occurrence, sur ce cas en particulier, il s'agit plutôt de ce qui a l'air d'être d'une négligence, ou en tout cas d'une compromission des accès d'une personne des services de l'État et d'un tiers assermenté. Ça veut dire quoi? Un sous-traitant qui a en fait le contrat et les permissions qui vont bien pour accéder à ce système d'information-là. D'accord. Et donc il y a eu quelque part un glitch dans la matrice, comme on dit, il y a eu quelque part un problème qui a fait que les accès n'ont pas été suffisamment protégés. Et
et en tout cas ont pu être mobilisés à mauvais escient par les personnes problématiques dont on vient de parler. Mais Jean-Baptiste Souffron, il y a déjà eu des attaques plus importantes en termes de nombre de personnes touchées. Donc, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une attaque particulièrement sophistiquée? C'est pour ça qu'elle nous fait tant parler? Non, mais particulièrement sophistiquée, on ne peut pas dire ça. Justement, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'elle n'est pas particulièrement sophistiquée. Elle n'est même pas du tout sophistiquée, et elle va frapper un symbole de l'État français, Bercy. Là, c'est Bercy qui se fait pirater. Et alors même que les contribuables ont reçu leur feuille d'imposition, ils apprennent qu'ils vont peut-être avoir une deuxième contribution dans les 6 mois, dans les 12 mois qui viennent, en se faisant pirater par quelqu'un qui va se présenter comme un inspecteur des impôts et qui va les convaincre de faire un nouveau virement vers un compte bancaire dans un pays étranger. Et ils auront perdu 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, peut-être plus pour certains qu'ils ne reverront jamais. Et ça sera la faute de l'État. Pourtant, Clément Domingo, ce qui nous étonne, quand vous dites en effet c'est pas sophistiqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui aurait pu la faire? C'est pas des hackers particulièrement perfectionnés? C'est bien ça qui est totalement terrible. Peut-être pour expliquer ce qui s'est passé, ils ont simplement trouvé des comptes, donc comme on en trouve beaucoup, et d'ailleurs ces comptes-là aujourd'hui vous pouvez les acheter à quelques centimes, voire à quelques euros. Et donc là, quand on parle de comptes, ce sont des identifiants avec votre nom d'utilisateur, un mot de passe, une URL, et lorsqu'ils se connectent, donc ils usurpent votre identité, donc à ce moment-là, ils ont tous les droits que vous avez. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec le fisc, c'est aussi ce qui s'était passé avec la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Il y a eu aussi le ministère de l'Intérieur. Qui fait les cartes d'identité notamment. Exactement. Et donc là, ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve à chaque fois la même chose. Et donc aujourd'hui, de se dire qu'on découvre ça, en fait, stop, faut arrêter. C'est pas comme si c'était nouveau. Et depuis 2 ans, on est en train de dire, en effet, attention, attention, attention. Et pourtant, rien ne change. Et c'est peut-être un peu ce qui choque. Ouais, c'est ça. Jean-Baptiste Souffron, vous êtes aussi avocat. Qu'est-ce qui risque ces hackers s'ils se font attraper? Parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet. Ce sont des choses très graves, c'est des infractions qui sont très graves, qui sont punies de peine de prison, etc. La question n'est pas là. La difficulté, c'est, oui, mais comment les retrouver? C'est pas si simple. Parfois, on y arrive. Donc, il faut aussi se dire que les services d'enquête ont les moyens de pouvoir identifier les gens. Ils y arrivent. Il y a eu plusieurs arrestations, y compris d'ailleurs le jeune de 15 ans qui a piraté la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Il y a aussi un Vendéen de 21 ans, ex-Dex. Il y a aussi eu encore un autre groupe, un collectif de 7. Mais heureusement, d'ailleurs, on parvient à mettre la main sur ces cybercriminels. Juste un mot, Clément Domingo, rapidement. Ça arrive souvent qu'ils se revendiquent comme ça, qu'ils parlent même à l'agence France-Presse des hackers? Toujours. Par contre, dans ce cas-là, jamais ça n'était encore arrivé. À la limite, il est même en train d'humilier, il est vraiment en train de narguer le gouvernement, et ça, c'est une première. Dans la mesure, quand même, il a aussi un compte, il réagit aux tweets de la direction, il réagit aussi aux différentes informations du ministre, avec quand même un décalage qui est totalement qu'on n'avait pas encore vu jusqu'ici. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que là, vous avez quelqu'un qui se revendique, d'accord? Mais en fait, il y a des tas, visiblement, de piratage. Si c'était si simple que ça, c'est qu'il y en a dont personne ne s'est revendiqué. Ouais. Donc là, vous avez l'exemple d'un fichier qui circule, mais quels sont les fichiers qui ne circulent pas? Et ce qui est terrifiant, c'est qu'on a l'impression que Bercy a appris le piratage parce que le pirate en a parlé. Ça a été le cas. Ça. Alors, on va voir avec vous, Julia, qu'avec justement... Aussi, autre problème maintenant, c'est l'intelligence artificielle, que les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Oui, avec l'IA, les attaques sont plus massives, plus rapides et plus destructrices. Il fallait auparavant des semaines aux hackers pour trouver une faille. Aujourd'hui, en quelques minutes seulement, l'IA scanne un logiciel entier, trouve la brèche et génère le code sur mesure pour le pirater. Mais le vrai tournant, Jean-Mathieu, c'est qu'il n'y a même plus besoin de cerveau humain pour piloter une attaque à grande échelle. Au mois de juillet, par exemple, des pirates chinois ont utilisé l'intelligence artificielle pour cibler des agences du gouvernement taïwanais. Et pour la toute première fois, des agents IA ont mené cette opération de façon 100% autonome, c'est-à-dire sans la moindre intervention humaine. C'est l'IA toute seule qui a réfléchi à la meilleure stratégie d'intrusion. Autre piratage qui a fait grand bruit cet été, souvenez-vous, 2 intelligences artificielles d'OpenAI ont réussi à s'échapper d'un environnement théoriquement confiné avant de se connecter à Internet pour s'attaquer à plusieurs entreprises. Alors, face à ces cyberattaques en pilotage automatique, les autorités tirent la sonnette d'alarme. La Banque centrale européenne, notamment, vient de sommer les plus grandes banques de la zone euro de trouver d'urgence une solution pour lutter contre ces opérations qui sont menées par les intelligences artificielles. Je me tourne vers vous, Reina Sambuliska. Est-ce que ces opérations sont particulièrement difficiles à déjouer? Alors, je vais le faire en 3 temps. Le premier temps, c'est nous, sur le terrain, les gens qui faisons de la cyber. On n'a jamais vu ça arriver, en fait. Ce que vous avez décrit, oui, c'est de la fiction.
Ils ne se servent pas de l'IA encore. C'est nous, ce n'est pas ce qu'on voit. Ça dépend de ce que vous appelez se servir de l'IA. Si ce que vous voulez faire, c'est envoyer 10 000 mails qui ont l'air plausibles par jour, là, c'est super. Ou ce qui arrive pour bloquer, en effet, des communications. Si vous voulez faire arrêter une éolienne de tourner, là, j'attends toujours de voir. Ou alors, vous avez un hobby de voir ce que les pales tournent à l'envers, quoi. Enfin, mais bon. Donc, ça, faut être vraiment... Et là, je suis désolée, deuxième sujet, je vais être un peu désagréable avec vous, tous et toutes, journalistes, parce que souvent, en fait, vous jouez le jeu de ce genre de choses. Le capital social de cyberméchants, il est fait aussi par toute l'exposition qu'on leur donne. Ce n'est pas une première... C'est une information, donc c'est normal qu'on la transmette. Bien sûr, mais c'est très souvent, vous, c'est pas nécessairement vous le cas, mais le nombre de fois où on voit des médias, des grands quotidiens nationaux qui ont pourtant des journalistes numériques qui reprennent des revendications sur des forums du dark web, et en fait qui donnent crédit complet aux cyberméchants. Enfin, je veux dire, enfin, laissez-nous travailler. Troisième chose, il faut vraiment se concentrer sur les conséquences sur les gens. Jean-Baptiste a entamé un peu tout à l'heure sur la ponction bis. Ça, c'est quelque chose qui, en France, on ne fait jamais. On fait, en fait, jamais le suivi des impacts différés. Donc les fraudes qui vont arriver dans quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est un... Pour l'instant, on voit qu'en effet, le gouvernement essaie de se dépêtrer de cette affaire. On a vu aujourd'hui une conférence de presse et donc il y a David Amiel qui est le ministre de l'Action et des Comptes Publics et donc il s'est excusé. En effet, voilà, en effet, le ministre qui se dit voilà que c'est insupportable en effet pour les Français ce type d'attaque. Est-ce qu'il y a ce risque aussi, Jean-Baptiste Souffron, de voir qu'en attaquant ces données de l'État, c'est aussi la confiance des administrés envers leur institution. Non, mais je pense que les gens qui vont se faire ponctionner de 10 000 ou 25 000 euros en 2027 parce qu'ils vont se faire hacker à cause des données qui n'ont pas été protégées par les services de David Amiel, ils en ont peut-être un peu rien à faire de ces excuses. Surtout que ça vient après une série de tweets qui étaient particulièrement arrogants et agressifs. D'ailleurs, même Aurore Lalucque, qui connaît bien le sujet et qui n'est pas la plus difficile des politiques, a appelé à la démission de David Amiel, si vous voulez. On a l'impression qu'ici, il n'y a pas de démission. Pas de démission, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Pas de responsabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsable. Et c'est ça le fond du sujet. C'est qu'actuellement, il n'y a pas de pilote dans l'avion du numérique en France. Ça fait 10 ans. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, on a passé les 3 derniers mois à discuter de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais pour permettre au gouvernement d'avoir un bilan numérique après 10 ans, parce qu'ils voulaient être les premiers à l'avoir fait en Europe. Mais le vrai bilan numérique des 10 ans, vous l'avez là, c'est qu'on n'est même pas capable de défendre Bercy contre des cyberattaques les plus simples qu'elles soient. Et du coup, quand on réfléchit à qu'est-ce que ça va être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand ils vont vraiment commencer à utiliser l'IA, mais ça va être la passoire. C'est ça la difficulté. Comme il n'y a pas de pilote, comme il n'y a pas de stratégie, pas de vision, pas d'arbitrage, il y a même une loi actuellement sur la double authentification qui aurait dû être passée déjà depuis 2024. Eh bien, l'administration n'est pas d'accord avec la rédaction. Ils sont sur des débats des années 90 en disant il faudrait du chiffrement, pas du chiffrement, des trucs un peu techniques. Résultat, il n'y a pas un politique qui est arrivé en tapant du poing sur les tables en disant ah mais si, vous savez, maintenant il va falloir que les fonctionnaires de Bercy aient une double authentification. Ben non, personne. Alors que vous, même pour vos mails perso, comme vos téléspectateurs, vous avez déjà une double authentification. Vos mails sont mieux sécurisés que Bercy. Les représentants de la nation, eux, ils voient l'importance du sujet, puisque les sénateurs, notamment, réclament une commission d'enquête parlementaire. Et parmi les plus remontés sur le sujet, il y a la centriste Nathalie Goulet. C'est France Passoire, comme je l'ai dénoncé plusieurs fois au Sénat. C'est-à-dire qu'en réalité, nos données personnelles sont en pâture pour tous les criminels. Des gens peuvent ouvrir un compte bancaire à votre nom, ils peuvent vendre votre maison sans que vous le sachiez ou presque, ils peuvent évidemment contracter des emprunts sans que vous le sachiez. Et c'est vrai que le nombre d'attaques sur les administrations publiques, d'attaques réussies sur les administrations publiques augmente, Clément Domingo. Alors, est-ce qu'on peut prononcer ce mot que Jean-Baptiste Souffron disait tout à l'heure, de passoire numérique ? Au regard des faits, la France est une passoire numérique depuis 2 ans. Et quand vous regardez qu'on est bon en France et que sur le papier, on ne l'est pas du tout, qu'aujourd'hui on a un peu cette place de premier, en tout cas bonnet d'âne en Europe, numéro 2 dans le monde, c'est le cas. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'il faut aujourd'hui vous dire qu'avec toutes ces bases de données-là, mises de manière unitaire, on peut se dire très bien, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais ce qui devient terrible, c'est qu'aujourd'hui, on peut croiser les données. Et donc, lorsqu'on a une base fiscale, lorsqu'on a une base médicale, lorsqu'on a une base de fédération française, là, on met nos enfants. C'est là où ça devient hyper dangereux, parce qu'on a finalement tout de vous. Et derrière, il y a aussi bien les arnaques classiques, mais il y a aussi peut-être ce qui manquait aussi dans
mail de communication de la DGFiP à tous les contribuables, c'est qu'il y a ce risque aujourd'hui que l'on connaît au niveau de la Fédération française de tir, où des gens ont été cambriolés, au niveau des crypto-monnaies, des crypto-graphes de la DGFiP. Et donc aujourd'hui, avec vraiment le fisc, d'avoir un peu tous ces niveaux, des gens vont potentiellement être soit kidnappés, soit séquestrés, soit cambriolés, parce qu'on a toutes ces informations d'eux. Rien sur Bouygues, je sais que vous n'êtes pas d'accord sur le terme de passoire. Alors moi, j'avoue, ça me met très mal à l'aise parce qu'en fait, une passoire, ça veut dire que ça laisse tout passer. Or, c'est pas vrai. Là, en l'occurrence, en fait, avec le fisc, on a littéralement le cas contraire. Parce que là, c'est un problème de contrôle d'accès. C'est comme si vous aviez perdu votre badge, je l'ai trouvé, je suis entrée avec. Arte, c'est une passoire ? Je ne crois pas. Non, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. Et bon, ça reste une passoire. Attends, je finis. Oui, mais ça reste en fait une passoire quand tu n'es pas capable de détecter et surtout de voir qu'il y a eu une exfiltration. Allez-y, très bien. Donc, les images que vous aviez montrées, c'est quelque chose... La source Surfshark, je la connais assez bien parce que, en fait, ce qu'elle compte, et c'est un problème de compte et donc de qualification de ce qui est compté, ce qu'elle compte, c'est le nombre d'identifiants uniques compromis. Ici, nous sommes 6. Je pense qu'à nous, 6, il y a à peu près 1000 comptes individuels. Donc, si là, dans ces données-là, je compte 1000 comptes individuels pour 6 personnes, du coup, c'est sûr que ça explose. Après, la volumétrie n'est pas la même chose que la conséquence. Et c'est mon propos est de dire que dès qu'on commence à s'égosiller sur des passoires, pas passoires, ça déplace le sujet. Le sujet est la conséquence, y compris... Et Jean-Baptiste a commencé à en parler tout à l'heure, la responsabilité. À quel moment, justement, en parlant de responsabilité, on a vu un non-fonctionnaire se faire sanctionner justement. On va revoir ce tableau justement qui montre les pays les plus touchés par les cyberattaques. Les États-Unis sont en premier et la France apparaît en deuxième. La France qui est donc le pays européen le plus touché par les cyberattaques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est particulièrement que les autres, nos voisins, se défendent mieux sur ce terrain-là ? Déjà, les hackers, les pirates savent quels sont les pays qui sont plus ou moins sérieux. Bon, les États-Unis, c'est peut-être un cas un peu particulier parce que c'est le pays le plus riche. Mais ce qui est le plus choquant, si vous voulez, c'est pas la violence de l'attaque, c'est surtout le manque de réactivité et l'incapacité à réagir correctement. Il a fallu quasiment plus de 50 jours à l'administration pour prévenir les contribuables qu'ils avaient été piratés, pour envoyer un simple mail d'information. Pour s'en rendre compte. Et soit ils ne l'avaient pas détecté, et dans ce cas, c'est un problème de compétence, soit ils l'ont détecté. Ils ont détecté la compromission, mais pas l'exfiltration. Et même en partant du jour où ils ont appris, où le pirate en a parlé, ça fait 7 semaines. Donc en fait, si vous voulez, on est dans une difficulté, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un manque de réactivité. Quand on est le deuxième pays le plus visé par les cyberattaques, quand on se targue d'être une puissance numérique, quand on a des sous-marins, quand on a l'arme nucléaire, etc., et qu'on a des bons ingénieurs, peut-être en fait, on pourrait éviter de faire en sorte que le ministre du numérique soit 3 rangs en dessous du premier ministre. Et pourquoi, à votre avis, c'est comme ça aussi, Clément Dominique ? Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Baptiste Souffron, vous avez dit qu'il y a des politiques qui étaient un peu vieux sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment que ça ? C'est-à-dire qu'on est pénalisé par un manque de culture autour de la cybersécurité en France ? Moi, je dirais qu'il y a un triptyque, manque de vision. Donc, tant qu'on n'aura pas une vision, et surtout à l'orée des élections présidentielles, je pense que ça ne passera pas. D'ailleurs, pour les futurs candidats à la présidentielle, comme on a eu les prémices en 2017, puis en 2022 par rapport au climat, s'ils n'ont pas quelque chose de consistant par rapport au numérique, je pense que ça va énormément bloquer. La deuxième chose, tant qu'il n'y a pas une culture, tant qu'il n'y a pas une acculturation de la formation, là encore, c'est exactement ce qui s'est passé. Au niveau de la DGFiP, au niveau de la NTS, au niveau du ministère de l'Intérieur, je peux comme ça vous faire une litanie. Quand vous avez un système qui est hyper sécurisé et que vous ne prenez pas le temps de sensibiliser, de former vos utilisateurs, mais c'est eux qui viennent faire effondrer votre château. Et surtout, la troisième, le nerf de la guerre, tant qu'il n'y a pas assez d'argent sur la table, on ne peut pas non plus venir un peu rivaliser. Lorsque vous prenez les États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis, leur budget, ils montent jusqu'à 10% de leur PIB. Pour se protéger au niveau cyber. Là-dessus. Et puis en fait, en France, on fait quoi ? Et pourtant, Raïna Stambolska, quand tu regardes. Raïna Stambolska, vous dites quand même. Peut-être un peu se refaire. Vous êtes la seule à dire que la France n'est pas si mal protégée que ça, en réalité. Nous, ce qu'on fait dans le quotidien, ce qu'on regarde, ce n'est pas est-ce que en fait, rien ne m'arrivera. Ça, personne ne peut vous le garantir. Vous sortez dans la rue... Non, mais si on investit, on a moins de chances qu'il se passe quelque chose, en fait, elle est que toute administration n'est pas comparable à votre environnement, à vous. Je veux dire, la DGFiP, si on prend que la DGFiP... Direction générale des finances. Oui. Voilà, le fisc, ça gère 760 milliards en flux financiers par an. Ça paye les salaires de plus de 1,5 million d'employés. Je veux dire,
vous avez combien de trucs chez vous sur votre ordinateur, sur On votre s'attendrait téléphone? quand même à ce qu'ils soient C'est très bien énorme. protégés. Mais ils le sont. Et donc là, et mon propos est celui-là, il est de dire que, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème d'accès. D'accès, c'est ça, ce que vous avez dit au début. Et donc tout le sujet est là. Oui, mais sauf que Amélie Berger, là, il y a quand même en fait trois cyberattaques. Elle, c'est la patronne. Donc finalement, ce n'est pas vraiment qu'un seul. Pas tous ensemble. Donc là, le sujet, si on regarde que la DGFiP, il y a aussi des sujets qui ne se résolvent pas qu'en balançant de la thune, excusez la familiarité, sur les gens. Il y a dedans des milliers d'applications qui datent des années 80, j'étais pas née, qui, en fait, il y a des modèles mathématiques, même Cédric Villani, je ne suis pas sûre qu'ils les comprennent. Enfin, il y a aussi une complexité de métier qui ne se résout pas magiquement en disant je vais mettre de l'argent et puis je vais acheter d'autres outils. D'accord ? Mais donc là, on arrive sur des sujets liés à la sous-traitance, on arrive sur des sujets liés au marché public. Ça fait combien d'années qu'on demande à l'UGAP, donc, qui est l'organisme de marché public, d'inclure des critères de cybersécurité. Alors un mot tout de même, Jean-Baptiste Souffron, sur peut-être une solution. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que on est dans un monde totalement numérisé, on nous dit d'ouvrir des coffres-forts numériques en permanence, est-ce qu'il faut dénumériser? Au contraire, on pense à cette feuille d'impôt, vous savez, à l'ancienne. Est-ce que c'est vers là qu'il faut aller? Ça, c'est très simple et ça fait partie des recommandations de base. C'est que quand vous avez quelque chose qui doit rester secret, simplement, vous ne le mettez pas dans un environnement numérique tout court. Le papier, ça existe. Mais bien sûr, quand vous travaillez sur des brevets, des choses comme ça, vous pouvez... Mais bien sûr, mais si vous voulez que ça soit vraiment secret, vous regardez les choses vraiment secrètes. C'est la première règle. Vous faites la différence entre le secret et le discret, par exemple. Et puis... la solution, non, il n'y a pas une serrure magique, en fait. Mais regardez l'annonce qui a été faite là, du plan en avril, 200 millions. Vous savez combien coûte un logiciel à Bercy? Non. C'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliards. Ah oui. Donc 200 millions pour cybersécuriser l'administration française, vous voyez bien que c'est du saupoudrage et que c'est totalement sous-mesuré. Et il ne s'agit pas de trouver la serrure magique qui va protéger à tout prix, mais je le répète, à l'impossible nul n'est tenu. Des cyberattaques, il y en aura tout le temps, et plus on numérise, plus on en aura. Mais il faut adopter une stratégie de transparence absolue. Transparence, très bien, mais Clément Domingo, ça veut dire qu'aujourd'hui... Attendez, juste, je termine ma question. Sur le coffre-fort numérique, aujourd'hui, on nous dit d'aller en permanence. Tout le monde en fait. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est menacé sur son coffre-fort numérique? De facto, tout le monde est menacé. Tout va dépendre après de ce qu'on y met et surtout de tous les petits... vous savez un peu, je prendrai un peu l'image de la ceinture et bretelle. D'accord. Voilà, ça parle à tout le monde. Ouais. Si la bretelle, elle saute, il y a la ceinture qui est là, et vice-versa. Donc, il faudrait un peu qu'on aille vers ce type de modèle. D'accord, ce type de modèle, en tout cas. Et regardez, alors, oui, une phrase. Je vous accorde une phrase. Aux Pays-Bas, temps de réaction, 6 jours. Ah oui, en effet. Voilà, c'est ça la différence. Eh bien, écoutez, on espère que ça sera entendu. Merci, en tout cas, pour ce débat, qui n'était pas des plus rassurants, en tout cas. Mais merci, en tout cas, d'être venu ce soir sur le plateau de 28 minutes.